bien sûr, en revanche, jamais de mention d'une arrestation arbitraire à Kiev d'un vrai journaliste, lui, Kirill Vyshensky, qui est le correspondant de l'agence russe RIA Novosti à Kiev. Et puis, bon, on a évidemment le couplet sur l'annexion de la Crimée, l'occupation du Donbass. Enfin, alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelques journalistes qui sont sportifs, mais auxquels on a dit qu'il fallait dire des saloperies sur la Russie. Alors, comme ils sont pas très habitués de la géopolitique et qui couvrent essentiellement le football, bah, ils retardent un peu, quoi. Hein. Ils ont un train de retard, comme on dit. Alors, ils réutilisent les Pussy Riot. Là, c'est encore plus ridicule. Et puis, la Tchétchénie. Alors, mais parfois, visiblement, ils savent pas où ça se trouve, la Tchétchénie, et ils savent en tout cas pas ce qu'il en est aujourd'hui. La Tchétchénie. Bref, c'est pas grave. Ça marche, ça peut passer. On espère que ça peut passer auprès de leur public. Mais en fait, leur public, lui, il écoutera sans doute beaucoup plus les supporters. Enfin, c'est ce que je pense. Oui, tout à fait. Il n'empêche, le président Macron a parlé en Russie de retour du pays dans le giron européen. Il a évoqué la souveraineté de l'Europe et de la France. Ça, c'est des langages qui sont quand même étonnants, je dirais, de la part d'un monsieur qui est très globaliste, très européiste. Il a laissé Total, car là c'est du concret, signer un accord commercial d'exploitation gazière et de liquéfaction de gaz qui va à l'encontre du programme américain, ouvertement affirmé, de contraindre l'Europe occidentale à acheter le gaz des États-Unis plus cher et qui exigerait des installations aux frais des Européens, comme je l'ai dit. Et en plus, il a parlé de venir assister à un éventuel match au niveau finaliste si les Bleus se qualifient. Ben ça, c'est pas trop dans la ligne Theresa May. Hein. Non, pas vraiment. Alors, bien sûr, la presse française en a d'ailleurs très peu parlé de toutes ces déclarations-là, hein, comme par hasard. Et bien sûr aussi, il y a loin des paroles aux actes, encore une fois. Je ne veux pas reciter Pasqua parce que ça ferait trop, mais quand même. Hein. Et on ne sait pas ce que Macron, même s'il le veut, qu'est-ce qu'il peut faire. Et qu'est-ce qu'il sera autorisé à faire par nos amis et partenaires d'outre-Atlantique et leurs cousins d'outre-Manche. Ça, on ne sait pas. Total, par exemple, a déjà été contraint de se retirer d'Iran par diktat américain. Peugeot aussi. Et on a déjà déclaré, au niveau français, malheureusement, que la plupart des entreprises françaises seraient obligées de se retirer. Et on a donné l'Alstom, malheureusement, sans que le président Macron n'y soit pour rien, comme il l'a fait quand il était ministre des Finances et conseiller à l'Élysée. Bref, Alstom est passé aux mains de General Electric dans des conditions très douteuses, voir à ce propos ce que peut écrire le député Jacques Millard. Et puis General Electric ne tient même pas parole pour ce qui concerne les créations d'emplois. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. On va leur mettre une contravention de 50 000 euros, alors qu'eux-mêmes ont quand même ramassé 9 milliards à la BNP. Racketté 9 milliards à la BNP et 700 000 euros, ou 700 millions, pardon, 700 millions au Crédit Agricole. Alors ça, je ne sais pas si finalement ça a été payé ou non. Et puis n'oubliez pas, il faudrait reparler encore de nos fameux porte-hélicoptères Mistral. Oui. Je ne sais pas où ça en est. L'Arabie Saoudite, je crois, n'a pas payé pour l'Égypte. Ce serait intéressant de se pencher là-dessus. Ça serait bien que des journalistes de Mediapart, par exemple, se penchent un peu sur cette question-là. On a reçu les sous ou pas? Ou c'est toujours à la COFAS? Intéressant. Bref. Mais il n'empêche, quand même, il y a du positif. Faut pas tout critiquer. Moi, je trouve que ce qu'a dit Macron, en tout cas, c'est pas mal. Et évidemment, je pense que les mesures protectionnistes du président Donald Trump, son attitude ferme aux G7 canadiens au début juin, et sa politique à l'égard des entreprises européennes, après sa dénonciation unilatérale de l'accord sur le nucléaire iranien, ont évidemment joué un rôle. Et d'autant plus que cette dernière attitude là des Américains est basée sur l'extraterritorialité judiciaire qui se sont arrogés depuis les années 90 et que l'Europe soumise a accepté jusqu'à présent, sans rien dire.
Alors bon, il y a M. Juncker qui nous dit il va falloir réagir. Bon, eh ben, espérons qu'on va réagir. En tout cas, aujourd'hui, cet état de fait, accepté, frappe de plein fouet les entreprises européennes, et notamment celles qui sont encore un peu indépendantes. Alors celles qui sont un peu indépendantes des capitaux US, qui sont pas trop tributaires des marchés financiers et de l'économie financière, peut-être qu'ils vont peut-être y arriver. Et puis alors ce qui serait amusant, c'est qu'ils y arrivent avec l'aide de la Chine et de la Russie. Ça serait pas mal ça. Mais là aussi, les sanctions anti-russes gênent. Alors les Européens, en soutenant ces sanctions, sont tout de même complètement irresponsables pour leurs propres intérêts, il faut bien le dire. Parce qu'on pourrait se servir des Russes et des Chinois pour passer des opérations financières qui ne seraient pas basées sur le dollar, par exemple, de façon à éviter cette extraterritorialité judiciaire des États-Unis, qui est quand même un truc complètement aberrant. Et évidemment, je ne veux pas dire par là que la Russie est en état de compenser les pertes des marchés des États-Unis et de l'économie mondiale financiarisée et dollarisée. Ah, bien évidemment pas. Et c'est bien tout le problème pour nous. Et même si Vladimir Poutine a plaisanté devant le président Macron sur la sécurité qu'il pouvait assurer lors de la visite de Macron. Il l'a dit. Il a dit, mais vous inquiétez pas pour votre sécurité, hein. Nous, on peut vous l'assurer. Hein. Bon, c'était un bon mot, mais il y avait quelque chose au fond. Bon, mais si ces pertes financières pour les entreprises se produisent de toutes les façons avec les États-Unis à cause du protectionnisme qu'ils vont installer, et peut-être des sanctions qu'ils vont étendre à tout et n'importe quoi, peut-être qu'on commencera à voir les choses d'une manière plus équilibrée et qu'on commencera à se poser certaines questions. D'autant plus qu'en même temps qu'il y avait le G7, qui n'a pas été très heureux à Québec, où Merkel s'est fait vertement renvoyer dans les buts, si j'ose dire, par Trump, ou même le copinage avec Macron n'a pas été le plus chaleureux qui soit, eh bien les Chinois, les Russes, et puis d'autres, et l'Inde, le Pakistan, l'Iran, étaient en train de se réunir à ce qu'on appelle un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Et je vous conseille de regarder ce que c'est. Là, dans Internet, cherchez donc. Ça s'est tenu à Qingdao, en Chine. Qingdao. Juin. Oui. Dites-moi, corrigez. C'est une ancienne ville tenue par l'Allemagne à l'époque, et qui avait d'ailleurs... des comptoirs là-bas. Oui, il y a un comptoir, et puis il y a surtout une brasserie qui donne la fameuse bière de Qingdao. Mais voilà, c'est une ville qu'on vous avez côtière. dans les restaurants chinois, des fois. Voilà, exactement. Absolument, oui. Bon, ben voilà, eux, ils se sont réunis là-bas. Alors, je ne sais pas s'ils ont bu beaucoup de bière, mais en tout cas, c'était très gai, et ça s'est très bien passé, leur truc. Alors, justement, je dirais que l'existence de l'Organisation du traité de sécurité collective, justement, qui est la branche, je dirais, économique et pacifique de cette Organisation de coopération de Shanghai, qui est plutôt la branche militaire, de l'Union économique eurasiatique, des BRICS, qui réunissent des pays comme le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et, point très important en géopolitique, la reconstitution d'une route de la soie eurasiatique, justement, sont des manifestations d'un vrai changement dans le monde et d'un multilatéralisme peut-être en construction, en opposition à l'unilatéralisme, au gouvernement mondial que les États-Unis voulaient imposer. Et j'ai l'impression, moi, mais ça c'est une impression qui est peut-être confirmée par certains géopoliticiens qui se discutent, mais que Trump a pris un peu conscience de cet aspect des choses et que lui veut garder les États-Unis et les faire number one again, comme il le dit lui-même, hein, et sachant que son vrai partenaire, c'est les Chinois. Vrai partenaire en business, comme toujours pour Trump,
avec le côté hostile, injurieux, etc., mais en même temps, celui avec lequel on peut négocier d'une manière intéressante. Et que l'Europe, dans l'histoire, ça l'intéresse plus beaucoup, si ce n'est à pouvoir lui sucer complètement toutes ses ressources et sa richesse, qui est grande quand même, qui a été accumulée au cours des 3 ou 4 derniers siècles, voire depuis le Moyen-Âge et les croisades, et que là, il y a du pognon à se faire pour des États-Unis déficitaires qui ont vécu à crédit depuis longtemps, justement en profitant des autres, notamment des Chinois, des Russes et des Saoudiens, par exemple, qui rachetaient leurs bons du Trésor. Mais là, vous savez que les Russes ont racheté beaucoup moins de bons du Trésor. Les Chinois revendent leurs bons du Trésor et leurs dollars pour acheter de l'or. C'est que, quelque part, il y a un problème de confiance qui commence à se poser. Or, le dollar, si la confiance éclate, ça va aller très mal pour nous tous. La route de la soie, c'est important. Pourquoi? C'est que ça marque un changement profond des transports de marchandises et des échanges commerciaux. Jusqu'à présent, c'était aux mains de la domination maritime des anglo-saxons. Dans le contexte d'une guerre commerciale sino-américaine, ça prend encore plus d'importance. Parce qu'évidemment, la Chine peut fournir l'Europe par la voie terrestre. Et quiconque a été ces derniers temps en Asie centrale, dans le sud du Kazakhstan, je peux vous dire que la route, elle a été améliorée par les Chinois et que vous avez des camions blancs qui circulent en permanence sur cette route et qui amènent des marchandises vers l'Europe. La route de la soie, c'est déjà une réalité. Et c'est très important parce qu'elle est géopolitique. Quand les géopoliticiens américains, à la suite des Anglais, disent que l'Eurasie, c'est-à-dire l'Asie centrale en fait, qu'on ne connaît pas du tout en France, sauf Samarcande, c'est le heartland, c'est-à-dire le cœur du continent eurasiatique, c'est assez vrai. C'est assez vrai pour eux, parce que si c'est aux mains de quelqu'un d'autre qu'eux, si c'est pas sous domination américaine, anglo-saxonne, ça veut dire que les États-Unis sont concurrencés. Et ça, ils ne voulaient pas le supporter jusqu'à présent. Peut-être que Trump marque un changement d'ambition, de politique, c'est possible. On ne le sait pas encore. En tout cas, c'est des questions qu'on peut se poser. Et je pense que devant cette perspective de multilatéralisme et de retour de la Russie, alors auprès de la Chine, parce que cette voie de la soie, et puis tous ces BRICS, tout ce traité de sécurité collective, l'organisation de coopération de Shanghai, qu'au début on ne prenait pas du tout au sérieux, et les BRICS, qui nous faisaient rire, ils peuvent rien faire contre le dollar. Oh, non, c'est rien du tout, c'est des sous-devs c'est des sous-devs qui quand même représentent quasiment les 2/3 de l'humanité. Entre l'Inde et la Chine, c'est quand même pas rien. Et la Russie, qui même si en population, elle n'est pas très forte, elle est en surface pas mal et en matière première aussi. Donc oui, on en riait. Puis là, on se dit, quand même, il y a peut-être des changements, il faut faire un peu attention. Et puis, peut-être que nous, l'Europe, on n'est pas aussi bien vu qu'on l'était, et on peut peut-être pas compter uniquement sur les Américains pour essayer de se mettre dans leur roue au niveau notamment militaire, pour se faire respecter. Là, de ce point de vue-là, va peut-être falloir, etc. Alors, peut-être que le président Macron, il prend en compte ces changements qui s'ébauchent dans les rapports de force mondiaux, et quand il dit il faut remettre la Russie dans l'Europe, ou la ramener vers l'Europe, et qu'il le dit à Saint-Pétersbourg, où c'est un portée symbolique, parce que n'oubliez pas que c'est à Saint-Pétersbourg que justement Pierre le Grand a voulu ouvrir une fenêtre sur l'Europe, comme on dit toujours. Eh bien, ça veut peut-être dire quelque chose, parce qu'il s'est aperçu
que l'Europe, à force de cracher sur la Russie, qui est fondamentalement européenne, hein, bien évidemment, la Russie est une partie intégrante de l'Europe, et bien évidemment le poids de la culture européenne, de l'économie européenne, de la puissance européenne dans le monde ces 200 dernières années, elle est faite avec la Russie. La Russie, depuis l'époque soviétique, mais aussi maintenant post-soviétique, peut-être même encore pire, et avec la guerre froide actuelle, est repoussée, chassée de l'Europe, malgré toutes les tentatives qu'elle fait en permanence pour se faire bien voir de l'Europe. Et plus elle en fait, plus on la méprise et plus on la renvoie. Et bien évidemment, elle s'est tournée vers la Chine. Et je peux vous dire qu'en Russie, aujourd'hui, il y a un lobby pro-chinois parmi les Russes qui est de plus en plus fort. Alors qui évidemment se heurte au lobby pro-américain des oligarques qui ont mis leur fortune qu'ils ont volée en Russie, l'évasion fiscale, l'évasion des capitaux, qu'ils ont mis à l'ouest. Mais comme aujourd'hui, avec les sanctions des États-Unis et de l'Europe, ils risquent de se faire voler leur pognon, ils commencent à réfléchir. Et le lobby pro-chinois, je dirais, je caricature hein, évidemment, relève la tête. Alors il y a même des médias qui commencent à se créer, qui sont l'Asie moderne, vers l'Asie, etc. Donc quand Macron dit qu'il faut ramener la Russie en Europe, il est assez clairvoyant. Moi je pense qu'il est assez clairvoyant. Et moi comme Européen, évidemment, je préférerais que la Russie reste avec l'Europe. Mais je reconnais... Excusez-moi, Dimitri, est-ce qu'il est clairvoyant ou est-ce que c'est la conséquence de cette espèce de mascarade à laquelle il a participé à son corps défendant aux États-Unis en allant faire une visite officielle à Donald Trump? Parce qu'on a vu ça, on a parlé de c'est normal qu'il aille faire des visites à Donald Trump. Moi là, je l'accuserai pas. Enfin, c'est normal. Oui, bon. Et c'est normal qu'il joue le jeu. Faut jouer. Faut jouer aux imbéciles là, parce que bon bah là, il est avec un joueur de poker. Bah il joue comme au poker. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire avec Poutine, il a été beaucoup moins ridicule, c'est vrai. Mais bon, il faut s'adapter à l'interlocuteur. Moi, ce que je regrette énormément, c'est qu'il ait écouté Theresa May, qui elle, pour des raisons de politique intérieure aussi, a joué la russophobie. Et en plus, dans des conditions qui sont quand même déplorables, honteuses pour nous et pour moi, ce qui me désole, pour notre presse, parce que bon, je suis quand même dans ce métier-là, malheureusement. Hein. Donc voilà ce qui me désole. Mais autrement, voyez les obligations diplomatiques, les intérêts d'un pays, ça vous oblige à faire des choses que la morale n'approuverait pas forcément, etc. C'est tordu. Mais bon, on a eu Talleyrand. Vous savez, non mais là je le comprends. Et donc s'il comprend qu'il y a peut-être des changements qui s'ébauchent dans les rapports de force mondiaux, c'est pas mal. Qu'il parle de vouloir ramener la Russie en Europe, c'est pas mal. Évidemment, il ne faudrait pas que ce soit aux ordres des anglo-saxons qui l'ont quand même créé, il faut bien le dire, pour essayer de tromper une nouvelle fois la Russie. Et là, de ce point de vue-là, évidemment, les Russes ne se sont pas mis à danser tout d'un coup en disant « Ah, il veut bien qu'on revienne dans l'Europe comme on est content ». Bon, il l'aurait fait, sous Yeltsin, il l'aurait fait. Au début de Poutine, il l'aurait fait. Maintenant, avec tout ce que les Européens ont fait, avec tout ce que la presse européenne a fait, avec toutes les déclarations que les politiques européens ont fait, et avec toutes les provocations qui ont été menées ces derniers temps, plus les risques de guerre, que ce soit en Syrie, que ce soit dans le Donbass ou en Transnistrie, évidemment que on n'y croit plus vraiment, vous voyez. Là, les Russes sont prudents. Et je ne peux pas leur jeter la pierre. Il n'empêche, je peux me réjouir quand même qu'au moins ça a été dit. Que la Russie est une puissance européenne, ça il l'a dit. Il l'a redit dans l'avion, hein, le président Macron. Et je pense qu'il le pense. Même si beaucoup de russophobes qu'il a consultés avant de faire le voyage
lui ont dit ouais, faut les entuber. Hein. Vous savez, on les a eus avec le coup de l'OTAN. Ils y croient, ils croient à tout ce qu'on leur raconte. Dès qu'on les flatte un peu, on leur dit mais oui, vous êtes européens. Mais non, Toto, t'as pas une grosse tête, c'est très bien. Bon ben, ils y croient. Et c'est vrai qu'une partie de l'intelligentsia russe a tendance à avoir une faiblesse, à vouloir ressembler aux Occidentaux, auxquels ils ressemblent d'un côté, mais auxquels ils ne ressemblent pas d'un autre côté. Et ils pensent qu'ils vont être bien vus en méprisant leur propre peuple. Ce que ne font jamais les opposants les plus décidés de la France, de l'Angleterre, de n'importe quel pays européen de l'Ouest. Ça, c'est malheureusement une spécialité russe ou une spécialité qu'on voit quelquefois dans certains pays du tiers-monde. Et là, de ce point de vue-là, évidemment, c'est une faiblesse de la Russie, incontestablement. Et alors, quand on leur explique, on a un peu du mal. Alors, des fois, là, quand ils sont tellement maltraités, ils se mettent à comprendre. Bon, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, ça les rapproche de la Chine. Et ça, c'est pas bon pour nous. Bref, souhaitons que nos médias et nos politiques prennent assez vite conscience, comme peut-être le président Macron, au lieu de servir la vision d'un État profond nord-américain, mondialiste, qui sert ses propres intérêts, il faut bien le dire, des ultra-riches, alors qu'on a aussi, nous, bien sûr, du monde, et qui veut voir en aucun cas remettre en cause son aspiration au gouvernement mondial, cher à Rockefeller et à Soros, qui finance notamment des trucs comme l'Aquarius. Ça aussi, ça fait partie du gouvernement mondial. Oui, et c'est contre nous, encore une fois. Le fameux bateau qui transporte des migrants que les Italiens ont refusé d'accueillir. Et que Macron a quand même critiqué la décision italienne. Hein. Et voilà, donc vous voyez, c'est pourquoi des fois Macron ne sait pas très bien sur quel pied danser. Quoi. Son aspiration donc au gouvernement mondial, là, de cet État profond nord-américain, qui malheureusement a beaucoup de supporters, entre guillemets, pour reprendre un terme footballistique, mondial oblige, qui en ce moment donc soutiennent cet État profond chez nous en Europe, qui contrôle la presse, et donc du coup ceux qui travaillent dans cette presse mainstream se sentent obligés d'aller dans cette direction-là, mais au moins que les médias du service public soient plus équilibrés, quoi. Au moins ça. Mais évidemment, l'État profond ne tolère aucun désaccord, aucun intérêt divergent par rapport à eux, et surtout, il ne tolère rien si c'est au nom d'une nation ou d'une idée nationale. Ça, c'est leur pire ennemi. Voilà, je crois que j'en ai dit beaucoup. J'espère que vous aurez la patience de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et c'est un papier évidemment dynamique. C'est des éléments que je peux livrer. Regardez ce qui va se passer. J'espère qu'il n'y aura la guerre ni dans le Donbass. Malheureusement, je crois qu'en Syrie, il y en aura. Et puis, peut-être en Transnistrie. C'est peut-être ça la provocation du Mondial 2018. En tout cas, je crains qu'il y en aura une. J'espère me tromper. Merci Dimitri Kochko de cette nouvelle vidéo sur effectivement une analyse sur les éléments de russophobie qu'on peut constater encore aujourd'hui, ces temps-ci, avec ce mondial de football. Mais avec les changements qui existent et qui ont l'air de quand même peut-être faire bouger les choses, j'espère que même les russophobes, ou une partie des russophobes, parce que ce que j'ai dit, la russophobie, c'est pas toujours rationnel, mais qu'une partie des russophobes au moins s'en rendent compte et changent un peu de disque. Ouais. On peut l'espérer, effectivement. Bien, et bien, à la prochaine vidéo, vous aurez l'occasion d'exprimer un droit de réponse. Ce sera la 10e. Et rendez-vous à ce moment-là pour mettre un point final à ces ragots racontés, écrits sur Internet à votre propos et que vous voudrez bien nous commenter pour y mettre un terme. Voilà. Merci Dimitri Kochko. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Au revoir.
revoir, Tom.